Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et une nouvelle saison de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore, bienvenue. Je suis Hortense Leluc, journaliste déco depuis 20 ans cette année, ce qui ne me rajeunit pas. Et ici, je reçois des pros de la déco, un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler de son savoir-faire, de ses inspirations, des tendances, de l'actu, de l'envers du décor. Bref, ici, la déco, ça s'écoute. D'ailleurs, pour ne pas rater les prochains épisodes, ou bien retrouver ceux qui sont déjà en ligne, je crois qu'il y en a plus de 130, vous pouvez vous abonner gratuitement en appuyant sur les 3 petits points en haut à droite de l'application que vous êtes en train d'utiliser. Bouton s'abonner. Et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé ou en story, parce que oui, Décodeur, c'est également un compte Instagram où je partage pas mal de choses, une newsletter 2 fois par mois et le nom de ma société parce que pour info, je mets aussi mon expertise de journaliste et de créatrice de contenu au service d'autres médias ou de marques. Mais bon, j'ai beaucoup trop parlé. Allez, je laisse la parole à mon invité. C'est parti. Aujourd'hui, je suis très contente de vous parler de la galerie MCDE, qui est l'éditeur de référence de Pierre Charot, c'est-à-dire qu'elle édite les meubles et luminaires que Pierre Charot, un architecte et designer ultramoderne, a imaginé dans la première moitié du XXe siècle, grosso modo les années 20, 30, 40. Je suis donc avec Carole et Pierre-Emmanuel Riche, les propriétaires de la galerie MCDE, pour qu'ils nous parlent de leur travail et nous présentent ce créateur pas assez connu alors que son œuvre est immense et en a inspiré plus d'un. Bonjour Carole, bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Alors, vous avez repris la galerie MCDE. Comment est née la galerie ? Quelle est son histoire ? Alors en fait, la galerie MCDE a été montée par mon beau-père. Il l'a imaginé, créé dans les années 80. Il était lui-même collectionneur de Pierre Charot. Amoureux de son travail, il a décidé de le faire connaître au public et donc a décidé de l'éditer, ou plutôt de le rééditer. Et c'est comme ça en fait qu'est née la galerie MCDE. Et donc il a commencé un petit peu par du mobilier, puis quelques références de luminaires. Et aujourd'hui, maintenant, voilà, on réédite environ 80 pièces de Charot, mobilier et luminaires compris. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on utilise soit le mot éditer ou rééditer. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les auditeurs qui ne savent pas exactement, la différence entre une édition et une réédition ? Alors, la réédition implique que l'objet ait déjà été édité ou que l'objet ait existé. Donc en fait, nous, on réédite le travail d'une personne qui a lui-même, à son époque, déjà produit, que ce soit du mobilier ou des luminaires. L'édition, c'est plutôt, on prend un designer, un architecte, et on décide de produire son travail, et donc on devient éditeur, si vous voulez. Et donc voilà, donc Charot, nous, on est plutôt dans la réédition, étant donné qu'on ne fait que rééditer des pièces que lui a dessinées, et qu'en aucun cas on crée de nouvelles pièces qui sous sa signature. Vous refaites en fait à l'identique des pièces en 2023 que sont les mêmes que celles qui sortaient dans les années 20, sans en reparler précisément. Alors en fait, nous, on réédite son travail, donc on a cette volonté d'être au plus proche de ce qui a été réalisé dans les années 20-30. Il y a eu parfois des petites évolutions parce que la taille des sources lumineuses faisait qu'au début du siècle, elles étaient beaucoup plus petites et que donc, par le fait de normes, on a été amené à grossir des blocs, par exemple, qui ne pouvaient plus recevoir d'ampoules parce qu'ils étaient trop petits, et donc on a été obligé de les agrandir. Donc voilà, parfois on a des blocs qui existent dans 2 ou 3 tailles, alors qu'à l'époque de Charot, ça n'existait qu'en une taille. Mais notre travail et notre souhait, c'est vraiment d'être au plus proche de ce qui a été réalisé.
Et on s'y applique tous les jours. On essaye même parfois de retrouver des machines qui étaient utilisées au début du siècle pour pouvoir plier le métal de telle ou telle façon. Il y a des choses qu'aujourd'hui on n'arrive plus à faire, alors même qu'on a des techniques plus contemporaines, enfin plus modernes. Mais typiquement, le pliage d'une religieuse, d'un fût métallique, aujourd'hui est beaucoup plus complexe à réaliser qu'il n'aurait pu l'être finalement au début du siècle parce que les machines sont plus adaptées pour... voilà. Et vous auriez le droit de faire différemment ou pas ? On aurait le droit de faire différemment. On peut adapter, oui, on peut adapter un petit peu. Mais on reste vraiment dans l'esprit de Charot. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les choses, au même titre qu'on fabrique en France. Voilà, nous, on est vraiment dans une logique de réédition au plus proche de ce que c'était. Mais de la même façon, les produits utilisés aujourd'hui ne sont pas les produits qu'on pouvait utiliser auparavant. Patiner le métal ne peut pas se faire de la même façon parce que aujourd'hui on ne peut plus rejeter des produits qui sont dits toxiques. Voilà, donc il faut trouver des solutions aujourd'hui légales qui nous permettent de nous rapprocher au maximum de ce qui était fait dans les années 20 et 30 par Charot et ses ateliers, parce que Charot, lui, il n'était quand même que le dessinateur. Ah ben alors, il est dessinateur, mais qui est Pierre Charot ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire, son parcours, sa vie, son œuvre ? Donc Pierre Charot est un designer, un architecte entre guillemets, qui est né à la fin du 19e siècle. Et donc très vite, il collabore avec un autre architecte, lui ne l'étant pas, Bijouette, avec qui il crée des lieux. Et donc il commence par collaborer avec lui sur le clubhouse de Beauvallon, dans le sud de la France, sur la Méditerranée. Et ensuite, ils ont des commandes. Enfin, Charot a une commande d'un particulier, Monsieur d'Alsace, qui lui demande de refaire sa maison et qui va être en fait l'œuvre majeure de Charot et Bijouette. Ils feront ensuite d'autres appartements pour des particuliers. L'ensemble de l'œuvre de Charot, en fait, elle est surtout ponctuée comme ça par des demandes de notables ou de familles qui lui demandent de travailler comme ça sur des intérieurs. Et donc, il dessinera également tout ce qui est le mobilier, en fait, qui viendra en fait meubler ses appartements ou ses maisons. Lui, il a une vision très moderniste pour l'époque, parce qu'évidemment, on sort de l'art nouveau, et donc il est inspiré par l'art nouveau et par l'art déco, mais il travaille des matériaux que sont le métal, le bois. Il intègre le verre aussi, l'albâtre pour tout ce qui est luminaire, alors que c'est des choses qui n'étaient pas forcément beaucoup travaillées à l'époque. Bon, le bois, évidemment, l'était, mais pas forcément en rapport avec le métal. Et donc, Comment il en est venu à créer des meubles et objets, tu disais ? D'abord, lui, il avait une chose, c'est que le meuble devait avoir une fonction. Il n'était pas simplement esthétique. Et donc, il fallait aussi meubler les intérieurs des maisons ou appartements qui étaient dessinés lors de collaborations typiquement avec Bijouette. Et donc il dessinait tout. Il dessinait les tables, les tabourets, le luminaire, les placards, l'agencement intérieur. Vraiment, il rentrait dans le détail de tout. Il avait aussi ce petit truc. Il est malin, Charot. Il développe des luminaires où un des éléments peut être doublé ou triplé, et donc ça donne un autre luminaire. C'est surtout pour les luminaires qu'il fait ça d'ailleurs. Il utilise le même triangle d'albâtre sur différents luminaires. Donc il y a cette logique de répétition parfois. Et c'est un peu le géo trouve tout, entre guillemets, hein, bien sûr, mais c'est assez malin pour l'époque. C'est vrai que les choses n'étaient pas travaillées comme ça. On n'est pas dans une logique encore d'industrialisation, en plus des pièces qui viendront après, enfin plus tard, plutôt dans les années 40. Et donc il a dessiné beaucoup de choses, luminaires et mobilier. Ensuite, il n'y a pas eu énormément de pièces de dessiner. C'est aussi peut-être pour ça qu'à un moment il était moins connu. Parce qu'il n'a pas laissé, il a été moins productif. Il a souvent dessiné pour des gens, bien qu'il ait eu à une époque une petite galerie rue du Cherche-Midi. Ça restait une boutique, d'ailleurs, je crois que ça s'appelait la boutique ou le magasin. Mais voilà, donc il a dessiné des choses pour des gens qu'on retrouve. Parfois, il a fait des hôtels. Il a fait le Grand Hôtel de Tours aussi, ce que je disais, le Clubhouse de Beauvallon. Oui, et tu disais, c'est un créateur qui a été quand même ultra moderne, et pourtant il est moins connu que d'autres, alors qu'il a quand même, il y a des iconiques du design dans la collection. Ouais. Alors,
Oui, il est moins connu que d'autres, c'est vrai. Bon, c'est aussi une époque où les décorateurs, assembliers, architectes étaient moins connus aussi parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Voilà, non, mais c'est vrai, il n'y avait pas tout ce qui permettait comme ça de se faire connaître. Ensuite, je pense qu'il était connu de la haute bourgeoisie, comme d'autres l'ont pu être. Parfois, ils ont eu des mécènes qui ont financé un certain nombre de choses, des intérieurs. Lui, il a été moins connu. L'époque aussi veut peut-être que, parce que finalement, lui, il s'est exilé aux États-Unis à la fin des années 40. Il est mort aux États-Unis. Mais bon, on était entre les deux guerres, donc c'est vrai que c'était pas la meilleure période pour se faire connaître. Et avant, il a été connu. Oui, il a quand même, oui. En tout cas, il n'était pas connu du grand public. Donc il n'a pas fait, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de choses en série comme certains designers ont pu le faire. Donc c'était peut-être moins facile et moins connu du grand public. C'est ça le. Ouais, non, c'est ça. Et à quel mouvement ou courant, souvent les designers, ils appartiennent à un courant ou mouvement? Lui, c'est clairement moderniste. Je dirais moderniste, fonctionnaliste. Alors c'est quoi moderniste? Moderniste, c'est comme si en peinture, on prenait des peintres très figuratifs du début du siècle et qu'ensuite on met Mondrian en face. Donc Mondrian est dans une logique de quelque chose qui est quand même très abstrait, alors même que ça vit au même moment que de la peinture qui, elle, est beaucoup plus figurative. Charot, aujourd'hui, il y a des gens, on a des clients qui rentrent dans la galerie qui ne connaissent pas Charot, qui voient un tabouret typiquement avec un piétement métallique et une assise bois ou même un luminaire qui est quand même très très dessiné, c'est une ligne de métal très graphique, et qui pensent en fait que ça a été dessiné l'année dernière. Or, c'est des pièces qui ont plus d'un siècle. Donc il y a vraiment, lui, voilà, c'était vraiment en rupture avec l'époque. C'était quelque chose de nouveau. Quand il dessine la maison de verre avec Bichevette, on a une façade en verre qui sont en briques de verre. On n'avait jamais vu de façade comme ça en briques de verre. Il y a cette notion aussi d'apporter la lumière et du jeu de la lumière sur l'intérieur, comment ça évolue dans la journée. De la même façon, sur cette façade de maison de verre, on a des spots qui éclairent pour qu'en fait, lorsqu'on est à l'intérieur de la maison, même en soirée, il y ait de la lumière qui vienne depuis l'extérieur. Donc c'est assez malin. De toute façon, la maison de verre, elle est hyper intelligente comme construction. Il n'y a pas de poignée. Par exemple, il n'y a pas de. Je trouve ça génial. Il n'y a pas de rang. Il n'y a pas de main courante sur l'escalier qui va du rez-de-chaussée au premier étage, parce que lorsqu'il y a une main courante, naturellement, les gens, en arrivant au premier étage, sont souvent un petit peu affaissés et avachis, alors que lui voulait que les gens puissent avoir un port de tête un peu plus altier. Et donc, quand on n'a pas de main courante, on arrive plus droit. Ah oui. Des petits trucs comme ça, hyper malin. On peut faire une petite parenthèse sur la maison de verre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un projet, pour le coup, qui est assez connu? Est-ce que tu peux nous raconter La maison de verre, projet pour un médecin, le docteur d'Alsace. La construction commence en 28, elle se termine en 32. Elle est donc réalisée en collaboration avec l'architecte Bichevette. C'est sans doute l'œuvre majeure de Pierre Charot, et à la fois il a réalisé la partie architecturale, évidemment en collaboration, mais il a dessiné tout ce qui est mobilier à l'intérieur. On a des systèmes de portes qui sont courbes avec un système de poignée légèrement pareil qui bouge, ce qui fait que lorsqu'on ouvre la porte, en fait la poignée vient avec nous. Enfin, c'est très très intelligent. Au début du siècle, il y avait des maladies, donc les portes vont pas jusqu'au sol pour qu'on puisse nettoyer l'ensemble des sols. Il était médecin. Mais au premier étage, comme il était médecin, et il me semble qu'il était gynécologue, il y a des petites ouvertures au premier étage qui donnent dans son bureau, ce qui permettait à sa femme de checker qu'il ne se passe pas autre chose que ce qui devait se passer. Enfin, il y a des... Voilà. On peut la visiter, elle est où, cette maison? Elle est au 31 rue Saint-Guillaume. Rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement, en face de Sciences Po. Elle peut se visiter alors sur rendez-vous. C'est vrai que nous, la dernière fois qu'on l'a visité, c'était il y a un certain temps, et ils organisaient sur demande par email. Il y a quelques années 2 visites par mois.
qui était uniquement en anglais et participe souvent à ces visites des élèves en école et des d'architecture. étudiants, généralement en archi, ou aux beaux-arts, voilà. Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre Charot fait vraiment partie des grands précurseurs qui a inspiré, continue d'inspirer énormément de décorateurs, d'architectes. Quelques-unes de ses pièces originales sont exposées au Musée des Arts Décoratifs et on enseigne la maison de verre et la technique et justement tout cet aspect moderniste à l'école, en école d'architecture. Ah ouais. Alors, grande question, qu'est-ce qui vous plaît tant chez lui ? Pourquoi avoir décidé de le représenter, entre guillemets ? Alors, c'est un peu une histoire de famille, indirectement. Donc, oui. Et pour Carole et moi-même, ça n'était pas forcément notre chemin premier. Ensuite, moi, j'habitais dans le 6e. Il y avait cette galerie rue Saint-Benoît. Je me souviens très bien, petit, passer devant et déjà être attiré par le mobilier de Charot. C'est hyper clair dans ma tête. Et en fait, les choses de la vie ont fait que... C'était ton beau-père. C'est devenu mon beau-père. Et donc, ça m'a permis de beaucoup plus apprendre sur Charot et en fait de commencer à rééditer des pièces avec lui qu'il ne rééditait pas. Et en l'occurrence, nous on a travaillé sur le bureau qu'avait dessiné Pierre Charot pour Robert Mallet Stevens, qu'on a réédité ensemble, qui est aujourd'hui aux Arts Déco. On a réédité un fauteuil aussi en vannerie et métal, une chaise en vannerie et métal. Voilà, il y avait quelques pièces comme ça que Maxime Defer, donc en l'occurrence la personne, mon beau-père, n'éditait pas. Et petit à petit, en fait, j'ai été baigné par Charot, par l'art déco, par le mobilier dessiné, Ok, parce que souvent les galeries, parfois les galeries de design représentent plusieurs designers ou créateurs. Vous êtes focus sur Pierre Charot. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pierre Charot a fait beaucoup de petites séries, mais du coup a fait quand même beaucoup de pièces. Donc nous, aujourd'hui, on réédite environ 80 pièces de mobilier et de luminaires. Et on a, ce qui est quand même beaucoup, quand on prend d'autres designers, il n'y a pas forcément 80 pièces au catalogue. Et on réédite pas encore toutes les pièces de son catalogue. Donc on a encore pas mal d'autres choses à rééditer. Donc on a déjà des pièces qui sont en cours de process, d'autres qu'on souhaiterait rééditer, mais qu'on va faire dans un second temps. Et c'est je pense la seule raison aujourd'hui, c'est que déjà avec toutes les pièces, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Et jusqu'à présent, on n'avait pas forcément le temps, hélas, nécessaire pour s'occuper d'un deuxième ou troisième designer. Après, ça, Pierre-Emmanuel en parlera peut-être après, parce qu'il a une autre activité aussi. C'est pas, la galerie MC2E n'est pas sa seule activité. Et ensuite, dans un futur peut-être proche ou moins proche, on sera peut-être amené à éditer ou rééditer d'autres designers. C'est quelque chose qui nous plairait, ça fait aussi partie de nos projets, même si à ce jour, il n'y a encore rien de concret. Mais pourquoi pas, c'est vrai qu'on reste assez ouvert, mais là, on a déjà, je pense... pas mal avancé, il y a eu du chemin de fait. C'est vrai que ça a été long, comme tu le disais tout à l'heure, Hortense. C'est vrai que Pierre Charot, hélas, jusqu'à présent, où il y a encore peu de temps, était très très peu connu du grand public. Donc on a essayé de participer à ça. Aujourd'hui, Pierre Charot commence à être quand même un petit peu plus connu du grand public. Et donc donc on a préféré rester focus sur ce que l'on connaissait, sur ce que l'on savait faire. Et alors, comment vous choisissez les pièces que vous allez rééditer ? Pourquoi celle-ci et une autre, et puis la suivante ? Alors, les pièces, on essaye d'avoir une espèce de catalogue assez complet. Donc, c'est pour ça qu'on fait à la fois des assises. Il y a des pièces qui sont majeures, d'autres qui le sont un peu moins. Il y a des pièces qui ont été dessinées juste pour une salle à manger ou pour une chambre. Il y a des fonctions de mobilier aujourd'hui qui n'existent plus ou qui ne sont plus dans l'air du temps. Et nous, on s'attelle à
on s'attelle à rééditer malgré tout beaucoup de choses. On a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, moi j'aime ci, j'aime ça. Est-ce que vous seriez capable de me le refaire? Et donc il est assez fréquent tous les ans. Je pense on fait quelques pièces pour des clients qui souhaitent un bureau qui n'est pas au catalogue, mais que l'on reproduit pour eux. Il nous arrive d'adapter aussi, mais comme sans doute l'aurait fait un Pierre Charrot à l'époque, c'est-à-dire que je sais pas, il y a un décroché dans un plafond et on nous demande d'avoir une rampe lumineuse qui va épouser ce décroché. C'est pas forcément celui qu'avait dessiné Charrot parce qu'il est inversé par exemple dans le sens. Mais voilà, nous on cherche. Donc on a un petit bureau d'études aussi qui travaille là-dessus. Et comme ça nous permet de développer des pièces un peu pour le client aussi, des pièces un peu uniques. Il y a déjà une chose, c'est que l'albâtre n'est jamais le même d'une plaque à l'autre, donc ça rend déjà la pièce un tout petit peu unique, si je puis dire, parce qu'on n'a jamais deux lampes qui sont identiques, alors même que par sa construction, elles sont identiques. Mais la finition de la pierre, étant donné que c'est une pierre naturelle, voilà, on n'a jamais le même rendu. Et donc voilà. Et puis ensuite, nous, ça c'est pour la partie luminaire. Donc les gens choisissent leurs albâtres, veinés, non veinés. Mais pour la partie bois, mobilier, c'est la même chose aussi. De la même façon, les clients choisissent les essences de bois, choisissent les vernis, que ce soit des vernis polyuréthane, soit des vernis. On peut faire des vernis tampons aussi, voilà, qui sont des vernis à la main, qui sont des vernis réalisés, voilà, à la main, qui sont un petit peu plus profonds. Voilà. Ensuite, si parfois les gens choisissent les tissus, si tant est que ce soit des choses qui soient tapissées, voilà. En fait, il n'y a pas vraiment de limite, en fait, puisqu'on fait réellement les choses. Comme le souhaitent nos clients. Alors ensuite, si vous passez à la galerie, on a des pièces que l'on présente qui sont telles à vendre, mais qui sont dans la finition que l'on voit. Mais si toutefois quelqu'un la souhaite, si on a un tabouret en macassar et que la personne la veut en sycomore, typiquement, voilà, on la leur réalise en sycomore. On n'a pas de... Oui, les gens ont le choix, mais c'est quand même très cohérent. J'imagine au tout début de la part de Pierre Charrot, c'est beaucoup, tu disais, de l'albâtre, du bois et du métal. Ouais, c'est du bois, du métal et de l'albâtre. Ouais. Bois, métal, albâtre, clairement. Il y a eu un peu de verre aussi, mais typiquement, il y a des pièces qu'on souhaiterait rééditer en verre, mais aujourd'hui, le verre, il n'y a plus de plomb dans le verre. À l'époque, il y en avait. Le verre n'a plus le même rendu, et donc c'est moins proche de ce que ça n'était visuellement. Que voilà, il y a des choses comme ça, ce que j'expliquais, il y a des choses qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire parce qu'on n'a plus plus les matériaux. Alors oui, le matériau, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ça, ce de quoi est constitué le matériau, en fait, n'est plus autorisé, par exemple. Mais concrètement, au tout début, comment vous avez travaillé? Vous avez repris des dessins? Tu nous parlais de réédition tout à l'heure. Si on va un petit peu plus loin sur ce sujet. Alors, en fait, il y a, pour la réédition, donc soit on peut acheter de la documentation, typiquement en vente aux enchères. On a des dessins, il y a des livres. On retrouve des dessins même d'ateliers. Alors évidemment, les ateliers avec lesquels travaillait Charrot n'existent plus, mais on retrouve beaucoup de documentation. Il y a encore, malgré tout, des pièces qui passent en vente, et donc ce qui permet aussi de voir comment ça a été réalisé sur des petits détails. Il faut savoir que Charrot travaillait avec différents ateliers. Donc, typiquement, dans les lampes, on en réédite, mais on les connaît bien, ou on en a eu. Donc, elles sont rarement toutes montées de la même façon. Que ça montrait justement qu'il travaillait avec des ateliers différents. L'aspect extérieur était le même, mais en fait, ensuite, le passage de câbles qui était pris dans l'épaisseur du métal, voilà, c'était pas de la bidouille, mais il n'y avait pas cette notion d'industrialisation, et donc forcément, c'était fait un peu différemment. Mais oui, il y a des livres, on a déjà quand même beaucoup de plans. Nous, on a énormément de plans. Ouais, voilà. Mais c'est plus, en effet, sur il y a un gros travail de recherche. Exactement. Dès qu'on doit travailler sur une nouvelle pièce. Dès qu'un client arrive et nous dit tiens, j'aimerais avoir tel bureau, et donc il nous envoie une photo de la pièce originale d'un bureau qu'on n'aura jamais réédité, parce qu'une fois encore, Pierre Charrot a fait beaucoup de choses, mais très souvent en très très petite série. Et donc sur ce type de pièce, il va falloir en effet qu'on fasse des travaux de recherche, parce qu'on n'aura jamais édité ce bureau, et donc ça veut dire qu'on n'a pas les plans, donc il y a des travaux de recherche qui sont faits, réalisés,
Et donc avec le bureau d'études, et voilà, ce qui nous amène ensuite, Parfois, on est amené à trouver des matériaux qui viennent aussi. Typiquement, il a réalisé des miroirs avec de l'ivoire. Aujourd'hui, l'ivoire, on peut plus l'utiliser. Il y avait des petites poignées de portes ou des serrures, pareil, qui étaient avec de l'ivoire. Soit on met de l'os aujourd'hui, ou on trouve un matériau qui se rapproche visuellement de ce que ça peut être, mais qui est en fait légal et qu'on peut faire, qu'on peut exporter ou qu'on peut faire voyager. Voilà, nous on a aussi, il y a toute une partie quand les gens viennent à nous. C'est vrai que il y a toute cette partie de recherche. Ensuite, on retravaille, on recherche les volumes, on les monte en 3D. Il y a toute la partie qu'on ne voit pas quand en amont, mais qui nécessite pas mal de temps et d'énergie, de travail. Pour les pièces qu'on n'édite pas, mais du coup, c'est ça qui est hyper intéressant. Et quand tu nous demandais tout à l'heure on n'a pas fait un petit peu le tour, ou voilà, non, ce qui nous reste encore. Pas mal de choses sur lesquelles on peut travailler, qu'on n'édite pas, qu'on aimerait rééditer. Et c'est vrai que dès qu'on adore, quand on a des clients comme ça qui viennent à nous et qui nous disent « Tiens, ça, a priori, vous ne l'éditez pas parce que je ne l'ai pas vu dans votre catalogue. Est-ce qu'il serait possible d'avoir cette pièce ?» Ça, on est friands. Ouais. Alors, vous vendez à qui ? Au grand public ? Et j'imagine vous travaillez avec des décorateurs, des hôtels, des archives, mais principalement des... Alors, plutôt des professionnels. On vend aussi bien à des décorateurs qu'à des architectes qui prescrivent nos luminaires et notre mobilier pour le compte de leurs clients. Donc ça peut être en effet des clients, des projets privés, comme des hôtels, des restaurants. On vend dans le monde entier, donc on a beaucoup de projets en France, en Europe, mais c'est vrai qu'on vend de plus en plus à l'international et notamment en Amérique du Nord. On a notamment 3 projets hôteliers qui sont en cours pour les États-Unis. Mais grâce à notre galerie, qui était donc auparavant située rue Saint-Benoît et aujourd'hui rue de Verneuil, on a également beaucoup de clients particuliers qui viennent nous voir pour acheter d'eux-mêmes, qui souhaitent, soit parce qu'ils ont vu dans un magazine ou justement dans un restaurant ou chez l'un de leurs amis, une applique ou un tabouret. Donc ça peut être aussi bien ça qui est intéressant, des gens qui ne connaissent absolument pas Charot, qui ne connaissaient pas Charot, donc qui ne connaissaient pas nos éditions, et bien sûr des gens qui avaient peut-être un petit peu plus cette culture. Ok, j'en reviens sur la fabrication. Juste, tu parlais d'artisanat tout à l'heure, Pierre-Emmanuel. Tu as dû retrouver du coup tout un pool d'artisans, ou vous faites fabriquer où ? Alors nous, on fabrique tout en France. On a cette chance en France d'avoir encore des artisans de qualité, de grande qualité. Et donc, en fait, nous, que ce soit l'ébénisterie, le métal, il n'y a que l'albâtre. En fait, on n'a plus de carrière d'albâtre en France. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est l'albâtre ? Je te fais une parenthèse, si tu peux resituer exactement. Alors l'albâtre, c'est un minéral qui est plus tendre que ne peut l'être le marbre. C'est un peu dans la famille des marbres, mais c'est pas un marbre. Ça a cette vocation à être translucide, et en fait, Charot s'en servait essentiellement, alors je vais mettre entre guillemets, mais comme ce qu'on pourrait appeler un abat-jour, c'est-à-dire que c'est ce qui va protéger la source lumineuse, mais qui va permettre de diffuser la lumière à travers cette matière qui est quand même assez magique. Et donc en fonction de la source, alors l'albâtre c'est plutôt blanc, il peut être veiné également. Et donc ça peut être des veines. Alors l'albâtre méditerranéen, c'est plutôt des veines qui sont légèrement grises, marron. En fonction de l'endroit où on achète l'albâtre, on peut avoir des veines qui sont plus rouges ou sans veinage, ou alors un veinage blanc. En l'occurrence, nous on propose à nos clients soit de l'albâtre blanc, soit de l'albâtre légèrement veiné. C'est un matériau qu'on trouve dans le bassin méditerranéen. Et donc pour tout le reste, tout ce qui est métal, travail du métal et bois. Nous, on travaille avec des ateliers en France. Alors, certains sont plus spécialisés en sièges, et donc on les trouve dans l'est de la France parce que historiquement, c'est là qu'on faisait plus de sièges aussi. Toutes les pièces uniques. Alors, pièce unique, oui, parce que c'est jamais la même essence de bois ou le même dessin de bois. Alors, on peut dire unique. Vernis. Voilà, c'est que des pièces uniques, ce ne sont pas des pièces limitées. Mais et pour les appliques, pour les luminaires, on pourrait apparenter ça à une pièce unique
parce que, comme on le disait tout à l'heure, comme toute pierre naturelle, on n'aura jamais la même tonalité et le même veinage. Après, des appliques mouches, des appliques bloc au vent ce sont pas des pièces uniques. On les fabrique en quantité diverses, multiples. Mais c'est vrai que là, par exemple, tu as un mur d'appliques mouches. Tu peux te dire, tiens, on a l'impression que chaque applique est différente, que tu n'auras jamais la même veine et voilà, jamais, on n'aura jamais le même veinage. Vous êtes assis tous les deux sur un très beau canapé qui est de lui aussi. Donc Exactement. il a fait aussi des assises, on peut choisir. Ouais, exactement. Donc c'est ce qu'on appelle le canapé Corbeil. À l'époque, il était tapissé de tapisserie, pour la partie assise, de Jean Lursa. Là, on vient de le rééditer, typiquement, ce canapé. Donc là, typiquement, j'ai travaillé avec un MOF, donc un meilleur ouvrier de France, en siège et notamment en carcasse de siège. Et donc on réédite cette pièce. Alors là, elle est recouverte d'un velours de chez Dédard. C'est deux références de chez Dédard. Un velours avec un dessin qui reprend un peu les motifs que l'URSSA pouvait avoir sur les tapisseries qu'utilisait Charot à l'époque. Et ensuite, tout le pourtour du canapé, lui, est dans un velours uni. L'idée, c'était de faire un clin d'œil à ce qui se faisait à l'époque. On vivrait peut-être moins aujourd'hui dans une atmosphère plus contemporaine, si je puis me permettre, avec des dessins de l'URSSA. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu, on l'a twisté un peu, mais en revanche, le canapé lui-même a la même proportion qu'il ne l'avait à l'époque. Est-ce que vous avez une pièce chouchou, fétiche, l'un ou l'autre, dans la galerie, une préférée? Sûrement, mais alors, à mon avis, pas la même. Ouais, mais laquelle, toi, par exemple? Alors, moi, j'adore la lampe religieuse. Je trouve que, voilà, en tout cas, en version lampe de parquet, parce que je trouve qu'elle a, voilà, une allure folle. Alors, c'est quoi lampe de parquet? La lampe de parquet, c'est donc une lampe qui fait plus d'1,80 m. Donc, la lampe religieuse se décline en 4 tailles. Tu as une lampe de chevet. Ensuite, tu as 2 lampes de bureau qui font 80 et 90 cm. Et la lampe de parquet est vraiment, comme le nom l'indique, c'est une lampe que tu poses à même le sol, donc qui est un lampadaire. Comme je te le disais, moi je trouve c'est une lampe qui a beaucoup d'allure et qui, en plus d'être une lampe, fait office de sculpture. Ah ouais, elle est majestueuse. Elle est quand même majestueuse, ouais. Et voilà. Et donc je n'ai même pas. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, parce que je pense qu'à la maison, dans notre appartement, nous avons une applique, donc pas un seul meuble, même pas un petit. Ici, on a un tabouret, j'exagère, un tabouret bois et métal, mais voilà, je rêverais d'avoir une lampe religieuse à la maison, et c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à trouver encore son emplacement. Ça viendra peut-être. Et on dit religieuse parce qu'en fait, les plaques d'albâtre que constitue en fait la partie supérieure de la lampe et qui viennent en fait s'éclairer lorsque la lampe est allumée, reprennent les cornettes en fait des religieuses, d'où la religieuse. D'accord, ok. Voilà, c'est juste pour expliquer. Alors, très lourde, qui doit peser entre 40 et 50 kilos. Il y a tout un travail. Donc c'est un fût en bois, donc tout un travail par nos ébénistes qui réalise, qui est absolument magnifique, parce que le bois est tourné. C'est comme un drapé de bois, en fait. En fait, il y a eu plusieurs versions qu'a dessiné Charot. Il y a une version qui est en métal, et c'est un pliage de métal. Il y en a une d'ailleurs qui est à Beaubourg, dans leur collection permanente. Et ensuite, il y a eu plusieurs versions de la religieuse avec le fût en bois, et en fait ça reprend un peu comme un drapé, au même titre que le pliage de métal, mais elle a une forme de cône, et en fait les parties cornettes sont sur la partie supérieure, là où le cône est le plus serré. Et non, c'est vrai que c'est une très très belle pièce. Moi, j'ai pas de pièce en particulier. Moi j'aime alors je vais pas dire que j'aime tout parce que ça fait un peu bateau, mais si j'aime le rapport de l'albâtre blanc sur le métal noir. Je trouve que le contraste est hyper intéressant. J'aime le côté très dessiné des appliques. Alors oui, les appliques tout albâtre, je trouve ça très beau. D'abord, je trouve ça encore très
très moderne. Voilà, ça se marie avec des intérieurs même plus d'époque, enfin plus anciens. Enfin, je trouve que c'est un peu intemporel, mais comme les choses bien dessinées, hein, je trouve que assembler des choses bien dessinées, ça fonctionne finalement assez bien. Et de pas forcément être en total look. C'est très très rare qu'on vende 100% de notre mobilier à quelqu'un qui voudrait se faire une salle à manger full charreau. C'est plus vraiment dans l'air du temps. Alors ensuite, quand on est collectionneur, c'est différent parce que ce sont des pièces de collection. La démarche n'est pas la même. Mais voilà. Ensuite, sur le mobilier lui-même, je trouve que les bureaux avec des petites tablettes amovibles, ce côté justement très fonctionnel, le tiroir, le petit placard, l'encrier parfois. Voilà, je trouve que voilà, ce sont pas juste de jolis bureaux, c'est des bureaux pratiques et fonctionnels. Donc et c'est ça qui est assez magique. Et d'ailleurs, quand on va à la Maison de Verre, quand on regarde, quand on voit ces portes métalliques qui pèsent peut-être plusieurs centaines de kilos et qu'il y a eu un roulement à billes qui a été imaginé et que finalement ça s'ouvre avec un doigt, on comprend en fait la notion de fonctionnalité en fait des pièces, quoi. Donc oui. Même les tabourets sont moi j'aime bien la table confortables. cendrier par exemple, qui aujourd'hui n'est plus du tout quelque chose dont il faut parler, mais je trouve ça génial d'avoir un cendrier intégré à une table. Même s'il faut surtout pas fumer, mais voilà, je trouve ça assez marrant et décalé dans les intérieurs d'aujourd'hui. Alors, on a compris que vous étiez un couple, comme on dit, à la ville comme à la scène. Comment vous travaillez ensemble, la répartition des rôles ? Qui fait quoi ? Moi, je m'occupe plutôt de la partie développement de nouveaux produits, échange avec les ateliers sur la fabrication. Et moi, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est être dans les ateliers. Ensuite, je ne gère pas du tout la partie commerciale. Donc c'est plutôt toi, Carole ? Oui, moi, en effet, je gère plutôt toute la partie commerciale, communication, presse. Quand Pierre-M a récupéré la galerie il y a environ 13 ans, on a commencé également, je lui ai proposé de développer la distribution, parce qu'on n'avait pas du tout, nos pièces n'étaient pas du tout distribuées. Donc ce qu'on a fait là depuis une petite dizaine d'années, sachant dans un objectif d'avoir un réseau de distribution qui soit vraiment contrôlé et plutôt restreint. Donc aujourd'hui, on doit avoir une dizaine de revendeurs dans le monde. L'objectif est de rester un petit réseau de distribution de manière à pouvoir contrôler cette distribution, mais qu'on puisse quand même voir nos éditions dans différents pays dans le monde. Alors, et quel est votre parcours à tous les deux avant ? Alors en fait, moi j'ai une agence de design. Et donc j'accompagne des marques plutôt horlogères et joaillières sur tout ce qui est la mise en scène de leurs produits. Donc c'est pas très très loin. Ça reste un univers plutôt de la décoration ou de l'animation. Et donc nous on intervient sur tout ce qui est sur tout ce qui est mise en scène de leurs produits, que ce soit en boutique, en vitrine, du packaging, voilà. Et j'ai cette agence depuis une petite vingtaine d'années. Et Carole m'a rejoint, en effet, lorsque... à la naissance, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la joaillerie, donc rien à voir. On a eu notre premier enfant, j'avais envie de changer. Je pense qu'il y a des caps comme ça dans la vie. Donc, j'avais envie de changement, j'avais envie, d'un projet... Souvent au premier enfant, parenthèse souvent, refermée. exactement. Donc, j'avais envie, d'un projet plus personnel, puis je pense de travailler pour moi aussi, même si c'est... Au départ, la boîte de mon mari, je pense que je suis quand même très investie dedans et aujourd'hui, c'est comme si c'était mon bébé et je regrette pas. Et vous êtes installé rue de Verneuil. Pourquoi vous venez là, mais vous étiez déjà. Pourquoi le 6e ? La rue de Verneuil, c'est le 7e. Ah, le 7e, pardon, c'est vrai, tout à fait. C'est... Non, mais nous étions dans le 6e. Vous étiez dans le 6e. Pourquoi ? En fait, lorsque moi j'ai repris, alors d'abord, cette galerie... À 2 rues près, c'est le 7e, t'es d'accord ? Même à une rue près. Une rue. C'est la rue des Saint-Pères. Exactement. Donc oui, c'est mais une t'as raison. boutade.
lorsque j'ai repris la galerie MCDE, elle était située depuis les années 80 rue Saint-Benoît. C'était une petite galerie qui nous permettait pas de présenter l'ensemble des pièces que nous réalisions. Alors évidemment, on présentait beaucoup de luminaires, mais on n'avait pas suffisamment d'espace pour présenter du mobilier. Ça faisait longtemps que je cherchais un espace plus grand pour justement pour pouvoir présenter aux gens ce qu'on faisait. Est-ce qu'un meuble, ça s'achète pas sur un catalogue. Les gens ont besoin de toucher, ont besoin de voir la proportion. Et c'est vrai que, alors les professionnels que sont les archis et les décos sont prescripteurs parce que eux ont cette connaissance, ils font des plans, ils l'intègrent à leurs intérieurs, dans leurs projets. Mais c'est vrai que le particulier voyait pas forcément. Vous avez beau leur dire voilà, ça fait 32 cm de haut et 60 de large, c'est pas toujours évident pour chacun de se projeter. Et donc ça faisait longtemps qu'on cherchait un local et en fait on a eu cette opportunité de pouvoir s'agrandir et donc d'investir un nouveau quartier en plus qui a peut-être sans doute plus de sens pour nous parce qu'on se rapproche un petit peu des galéristes, des éditeurs de la rue. On a Willy Rizzo qui est à côté, il y a les éditions Le également qui sont à quelques numéros de chez nous. Et donc voilà, donc ça, on trouvait que c'était une bonne façon. Et puis on était aussi dans cette logique, il nous a fallu un peu de temps. D'abord, on a commencé par le début, on a commencé par la fabrication, on a commencé par maîtriser notre fabrication. On a, étant donné qu'on cherchait à se déployer un peu plus, comme l'a expliqué Carole, et à distribuer, on voulait avant tout pouvoir d'abord répondre à ça avant de pouvoir aller plus loin, ensuite en trouvant un showroom plus grand. Voilà, et donc, oui, et puis ça a pris du temps. Et tout ça a pris du temps. Ouais, ça faisait quelques années qu'on cherchait, qu'on ne trouvait pas ce qu'on souhaitait, soit voilà. Et c'est vrai qu'on voulait à la fois... c'est pas évident de trouver à la fois un lieu qui soit un emplacement qui nous correspondait, comme le 6e et le 7e arrondissement, mais qui soit à la fois atypique, un peu comme si vous étiez dans un appartement, qui soit quand même une galerie, un commerce. Donc c'est compliqué de pouvoir cumuler tous ces aspects. Et donc c'est vrai que ça a pris... beaucoup de temps. Soit c'était des espaces qui étaient tout petits, soit c'était très grand. Et vous êtes ouvert tout le temps, on peut passer, c'est sur rendez-vous, comment ça se passe ? C'est ouvert du mardi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 18h30. C'est Dominique, donc la maman de Pierre-Emmanuel, qui tient la galerie depuis une trentaine d'années. Donc c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de Maxime et de son ancien beau-père, mais c'est vrai que ça on n'a pas encore abordé ce sujet-là, mais c'est avant tout la galerie MCDE, un family business. Donc la maman de Pierre-Emmanuel, Dominique, tient la galerie depuis une trentaine d'années, continue, avec nous rue de Verneuil, et on est ravis. Et c'est ouvert au grand public ? Et c'est bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Et pourquoi vous comprenez qu'on puisse avoir un peu d'appréhension quand c'est une galerie et qu'on ose moins ? Comment vous nous motiveriez pour qu'on puisse pousser la porte plus facilement justement des galeries ? Déjà, Dominique est très sympathique. Donc si tu la voyais, est-ce que je sais pas si tu la connais, Dominique, et une personne très agréable, très souriante, qui met tout de suite à l'aise. Ensuite, l'avantage, c'est que maintenant, avec ce nouvel emplacement, on a quand même 2 grandes fenêtres sur la rue qui permettent de voir tout de suite l'intérieur de la galerie. Et je pense que aussi aujourd'hui tout ça c'est un peu démocratisé. Une fois encore, on réédite le travail de Pierre Charot. Donc peut-être aussi, contrairement à ce que pas mal de gens peuvent imaginer, notre premier prix est une applique mouche est au tarif de 510 ou 520 €, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est certes un prix, mais qui peut être quand même parfois accessible. Donc, mais même surtout, on invite les gens à rentrer, mais ne serait-ce que pour regarder, comme le disait tout à l'heure Pierre-Emmanuel, il y a plein de gens qui rentrent qui savent même pas. C'est arrivé une fois à Pierre-Emmanuel qui était là un samedi, un monsieur ou une dame, je sais plus, est rentré dans la galerie, a dit bonjour Monsieur Pierre Charot à Pierre-Emmanuel. Voilà, et il n'y a pas de quoi. Non, c'est normal. On est là aussi pour renseigner les gens, pour leur parler, pour leur expliquer, pour leur parler de Pierre Charot, au contraire. Dernière question un peu rituelle. On est dans la galerie, là, si vous deviez faire un dîner avec 6 invités, qui seraient-ils ?
Qui soit connu, pas connu, mort, pas mort, de la famille, pas de la famille. Très bonne question, Hortense. Alors moi, je serais plutôt dîner, voilà, je sais pas, j'inviterais des gens qui me feraient rire, parce que j'aime beaucoup rire, donc je serais plus ambiance Jonathan Cohen, Camille Chamou, voilà. On adore. On adore. Que j'adore, en tout cas. Donc avec toi, ça fait 3. Ah d'accord, et Pierre-Emmanuel, tu as 2 invités, d'accord. Mick Jagger, peut-être Marie-Laure de Noailles et Serge Gainsbourg en voisin. Pourquoi Marie-Laure de Noailles ? Elle a accompagné des décorateurs, elle a été mécène. Je ne la connaissais pas, donc je sais pas, ça m'aurait intéressé peut-être d'échanger avec elle. Et Serge Gainsbourg, parce que c'est le voisin. Comme on est aussi, c'est qu'il était au 5 bis. C'est une façon de se présenter. En mode dîner de voisin. Mode dîner de voisin. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel, merci beaucoup Carole pour cet entretien et tout ce que vous nous avez raconté qui est hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Hortense. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.